Bonjour, 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 bonjour. Nous allons commencer. Alors, bienvenue à cette conférence organisée par le département de philosophie du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, où nous sommes aujourd'hui au Théâtre des Deux-Rives. Je suis sur scène donc avec notre invité Yvon Rivard, qui arrive de Montréal, et aussi avec mon collègue Clément Arnoux. Et je vais expliquer pourquoi Clément est avec moi aujourd'hui, parce qu'il va m'aider avec les questions. Ce qui veut dire que tantôt, il y aura... après la présentation d'Yvon, on va discuter avec Yvon ensemble, peut-être 1 heure de temps. Et après ça, il y aura une période de questions. Donc, si durant la conférence, vous avez une question qui vous apparaît, vous avez juste à envoyer un MIO à Clément Arnoux. A-R-N-O-U-L-D. Clément Arnoux. Alors, vous pouvez envoyer un MIO à Clément et poser votre question. Et Clément va les noter. Et à la fin, on prendra une demi-heure pour répondre aux questions. Mais d'abord, on va faire une entrevue, si on veut, avec Yvon pour qu'il nous explique son dernier livre. Avant de commencer, d'abord, je veux remercier l'UNEC, qui est l'Union des écrivains du Québec, qui rend possible la rencontre aujourd'hui, qui subventionne des conférences dans les cégeps à travers la province. Donc, merci à l'UNEC pour ça. Je veux vous présenter, bien sûr, Yvon. Donc, c'est qui exactement? Pourquoi est-ce qu'on l'a invité aujourd'hui? Yvon Rivard, c'est un professeur de création littéraire qui a enseigné à l'Université McGill de 1973 à 2008, c'est bien ça? Et aussi récemment, il a remporté le prix Athanase David, qui est une haute distinction littéraire au Québec, on peut dire ça comme ça, qui couronne une carrière longue et fructueuse. Et son dernier livre, ça s'appelle « La mort, la vie toujours recommencée », essai sur l'au-delà de la violence. Donc, on comprend qu'on va parler de la violence aujourd'hui. Ce livre-là est aux éditions Leméac. Alors, vous pouvez vous le procurer dans n'importe quelle bonne librairie ou le commander si vous vous intéressez à ça. Et donc, sans plus tarder, je vais peut-être lancer la discussion avec Yvon avec une question assez simple. D'habitude, Yvon, il écrit des romans. Hein, c'est ton métier, tu es romancier, tu écris des poèmes aussi à l'occasion, des essais parfois. En tout cas, tu écris de la littérature, on pourrait dire. Ouais. Là, tu nous as écrit un livre sur la violence. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire un livre sur la violence? Bien, d'abord, merci d'être là. J'ai un peu le trac. Je ne suis pas habitué d'avoir d'aussi grosses classes. À McGill, ça ne dépassait pas le 30. Alors là, je suis un peu... Et puis, le trac aussi, puisque j'ai des philosophes qui vont m'interviewer. Alors, il y a toujours une relation d'admiration et de crainte entre les philosophes et les littéraires, mais j'aime beaucoup les philosophes, donc je me sens à l'aise. Oui, c'est vrai qu'habituellement, j'alterne. J'écris un roman, j'écris un essai, j'écris un essai, j'écris un roman. Des poèmes, j'en ai fait 9 dans ma vie. Ma mère aurait voulu que j'en fasse. Et je me disais, mais pourquoi ma mère, qui n'a jamais lu de poésie, souhaitait que son fils fasse de la poésie? Et j'ai compris, au fond, 2 choses. Probablement qu'elle devait se dire, c'est moins long à lire un poème qu'un roman de 300 pages. Mais j'explique ça aussi dans la première page de cet essai. Je pense que ma mère avait peut-être eu l'intuition que la poésie allait peut-être au-delà de la douleur, qui est la matière courante des romans et des problèmes qui sont la matière courante des essais. Peut-être qu'elle avait l'impression qu'il y avait une façon d'écrire qu'elle appelait de la poésie et qui était moins violente. Parce que je sais qu'un jour, elle avait commencé à lire un livre dans lequel elle trouvait que son fils avait donc souffert et tout. Là, je dis, maman, c'est pas vrai parce qu'on invente la souffrance pour écrire, sinon on n'a rien à écrire. Donc, cette fois-ci, l'alternance n'a pas fonctionné. Pourquoi? Probablement parce qu'après avoir écrit Le chemin de l'école, j'aurais dû faire un roman. J'ai commencé un roman. D'ailleurs, il y a 5 pages. Le début est publié dans la revue L'Inconvénient. Je raconte la mort d'un de mes chats. Et je l'ai abandonné. Pourquoi? Parce que je trouve qu'à cette époque-là, déjà, c'est 2020, 2019, la violence se répandait partout. L'Ukraine, bientôt, à nouveau, le massacre de Gaza. Ça se répandait partout, ça prenait diverses formes. Les gouvernements populistes prennent le pouvoir un peu partout dans le monde. Et chaque fois qu'un gouvernement populiste prend le pouvoir, c'est pas difficile de sentir sous ces mouvements-là une violence latente, une peur de l'étranger, un repli sur soi. Et donc, j'avais l'impression que la mort de mon chat, ça pouvait m'amener loin, mais que j'avais autre chose à faire. Je me souviens un jour, l'écrivain français Bernanos, qui est mort en 1950, qui était un grand écrivain, il a arrêté d'écrire des romans au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et Camus lui a dit, mais pourquoi tu ne continues pas de faire des romans? Et Bernanos lui a fait cette réponse incroyable. Il lui a dit, écoute,
il se peut que les romans meurent aussi à la guerre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être mieux à faire ou autrement pour combattre la violence. Il y a aussi eu un déclencheur qui est plus anecdotique, et je la raconte. C'était à peu près à la même époque où je mangeais avec deux amis. Et c'était à l'époque où on parlait beaucoup de la laïcité. Il paraît qu'on en parle encore. Et tout à coup, un de ces deux amis lâche dans la conversation « Je les haïs, les immigrants ». C'était un choc terrible parce que l'ami en question était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup, malgré tout, et je considérais un peu comme une sorte de sage. Et là, c'est comme un pavé dans la mare, cette phrase, m'est rentrée dedans. Et je suis sûr que c'est à ce jour-là qu'est née l'idée d'écrire vraiment un livre sur la violence, parce que je me suis dit, si quelqu'un comme lui, qui est un ami que j'admire, qui a fait des œuvres extraordinaires, peut être envahi par un tel sentiment, ça veut dire que personne n'en est à l'abri. Sur le coup, j'ai essayé de minimiser dans ma tête. Je me suis dit, personne n'est à l'abri d'une saute d'humeur où on dit « Ah, je suis naïf, je ne peux pas le sentir ». Moi-même, pendant des années, je disais « Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus entendre Céline Dion? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas ouvrir la télé pour tomber sur un humoriste et tout, etc. » Mais ça ne porte pas à conséquence, c'est juste une saute d'humeur. Et moi-même, je sais que quand je dis à des amis que j'écoute le golf à la télé, je sais que je perds la moitié de mes amis. Mais là, cette fois-là, je les haïs, c'était quelque chose de plus grave, de plus profond. Je sentais qu'il y avait comme toute cette question amenait l'ami à une frontière qu'il ne pouvait pas franchir, à une limite, là. Donc, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose là, ça vaut la peine que je m'assoie pour le faire. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas fait un roman? Parce qu'après tout, les romans sont là pour décrire le monde, y compris décrire la violence et parfois donner des voies de sublimation ou de dépassement de la violence. Mais cette fois-là, je trouvais que je ne pouvais pas faire ça seul. C'est-à-dire, pour moi, quand je fais un essai, je ne suis pas un grand essayiste, je suis un lecteur de personnes qui ont pensé avant moi. Et pour répondre à cette question-là, j'avais besoin de convoquer ma famille littéraire et philosophique parce que c'est trop immense pour moi. Et aussi, je pensais que je n'avais pas l'expérience suffisante de la violence pour en parler. Quoiqu'en commençant à écrire, j'ai vu que des souvenirs de femmes que j'ai aimées qui ont été violées, ça a remonté à la surface. J'en parle rapidement parce que c'est pas le but de parler de moi dans le livre. Donc, j'avais besoin d'aide. Et comme je dis souvent, vous allez voir, il y a beaucoup de citations dans mon livre. Le meilleur de mon livre, le meilleur de tous mes essais, c'est mes citations. Je me suis fabriqué une famille au fil des ans en enseignant. Et quand j'ai besoin de m'expliquer le monde à moi-même ou de m'expliquer à moi-même, avec moi-même, je les convoque. Et habituellement, je ne suis jamais déçu. Donc, la question était urgente. Il y avait une sorte d'urgence. Justement, un des auteurs que tu as convoqué, j'essaie de faire la liste des auteurs que tu utilises là-dedans. Il y en a tellement que j'ai arrêté parce que dans les premières 50 pages, il y avait Simone Weil, Georges Bernanos, Rilke, Hubert Aquin, Thoreau, Vadeboncoeur, Pierre Vadeboncoeur, Georges Steiner, Lévinas, beaucoup de philosophes. Donc, pour un littéraire, tu as quand même un pied dans la philosophie. Et tu es allé chercher René Girard, que moi, je ne connaissais pas. J'avais entendu son nom. Alors, peux-tu nous expliquer c'est qui et pourquoi tu as utilisé René Girard? Alors, écoutez, René Girard, je l'ai découvert il y a peut-être 30 ans parce que je donnais un cours sur le roman. Et il a écrit un livre extraordinaire qui n'est pas difficile à lire. Ça s'appelle « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». Et Girard émet l'hypothèse suivante. Tous les romans, mais tous les romans, sans exception, ne racontent qu'une histoire. Toujours la même histoire. Quelqu'un aime quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. Le triangle amoureux. Là, tu te dis, mais voyons donc. Et là, tu commences à chercher dans ta tête. Est-ce qu'il n'y a pas des romans qui échappent? Non. Toujours un triangle amoureux. Parfois, c'est des pays qui deviennent rivaux, comme on le voit avec l'Ukraine et la Russie. Donc, j'ai dévoré ce livre-là parce que c'était tellement lumineux. Alors, il explique, c'est sa première grande découverte, c'est un anthropologue,
c'est le désir mimétique, c'est-à-dire, au fond, quand on aime quelqu'un ou quand on désire quelqu'un, regardons le mot amour pour l'au-delà du désir, ça va être plus clair. Quand on désire quelqu'un, on pense que c'est nous qui avons décidé « Ah, je désire ceci, cela, parce que ça correspond à moi ». Erreur, dit René Girard. On ne désire une chose que parce que quelqu'un le désire aussi. Et il y a 30 ans, il y a un publiciste qui est maintenant millionnaire, pour ne pas dire peut-être plusieurs fois millionnaire, parce qu'il a eu une publicité qui a fait des malheurs, comme on dit. C'était pour la bière Labatt. Je pense que ça n'existe plus. Et vous savez, c'était quoi le truc publicitaire? Tout le monde le fait, fais-le donc. Alors Girard dit, si vous voulez comprendre le désir mythique, c'est ça. On fait une chose parce que tout le monde nous désigne que cette chose est aimable ou est bonne ou devrait être faite. Ça joue dans le désir amoureux, c'est une mécanique en quelque sorte. Donc ça, c'était la première découverte de Girard. Je vais vous donner un petit exemple. Je vais dire, c'est pas vrai cette histoire-là. Juste pour vous troubler un tout petit peu, parce que quand je l'ai appris, je dis, c'est pas vrai. C'est pas mon histoire, je le précise. J'ai assez écrit sur le triangle amoureux, j'ai fait 3 romans, mais l'histoire que je vous raconte, c'est pas la mienne. C'est l'histoire d'un homme qui est marié et sa femme part en voyage 3 semaines ou 1 mois en Norvège. Et pendant son absence, cet homme tombe amoureux de quelqu'un. Et au point où il se dit, je vais quitter ma femme, puis je vais aller vivre avec cette personne que je viens de rencontrer. Il s'en va à l'aéroport, il attend sa femme. Là, il est dans ses petits souliers, il se dit comment je vais faire pour lui dire que j'ai rencontré quelqu'un puis que je vais la quitter et tout. La femme traverse la ligne des douaniers et tout, puis elle arrive devant lui, puis elle lui dit, écoute, on ne perdra pas de temps, là. J'ai rencontré quelqu'un en Norvège, là, et je vais te quitter, puis je m'en vais vivre avec lui. Normalement, on se dit, mais le gars qui vient de tomber amoureux, qui voulait la quitter, sa femme, il doit être content, il est soulagé. Erreur. Il n'a pas lu René Girard, mais il l'a vécu. Non seulement ça ne l'intéresse plus, la femme qu'il vient de rencontrer, mais il fait une dépression nerveuse qui dure 3 ans, peine d'amour et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait quitter une femme, mais là, il apprend que quelqu'un d'autre trouve cette femme aimable. Il tombe amoureux de cette femme. Donc, lui-même recommence à désirer la femme parce que quelqu'un d'autre la désire. C'est terrible, mais c'est la mécanique amoureuse. Parce que dans le désir mimétique, il y a toujours, au fond, une sorte de désir de possession de l'autre et tout. On verra pourquoi c'est si important, le désir de domination et de possession dans le processus de la violence. Donc, après cette découverte, René Girard a comme appliqué d'une certaine façon cette théorie du désir mimétique pour comprendre comment on est devenu des êtres humains, ce qu'on appelle le processus d'hominisation, comment on est passé de l'animal à l'être humain, processus qui est loin d'être achevé, comme on le sait. Alors, il s'est dit, au fond, c'est exactement la même chose. Les êtres humains, dès qu'ils ont reçu ce cadeau empoisonné, qu'on appelait le péché véniel autrefois, ce qui est la raison, dès que la raison a été donnée à l'animal et qu'on est devenu un animal, entre guillemets, raisonnable, on a été séparés et de soi et des autres. La raison, ce qu'elle fait, elle établit une distance entre moi et ce qui n'est pas moi. Et même parfois entre moi et moi. Hein? C'est ça la raison. C'est un cadeau empoisonné parce que dès l'instant où tu es séparé de ce qui n'est pas toi, tu te sens menacé par ce qui n'est pas toi. Hein? Dès l'instant où tu te mets à penser, tout ce qui n'est pas toi risque d'être un ennemi ou un danger. Le poète portugais Pessoa, que je vous invite à lire, même si vous n'avez jamais lu de poésie, vous devez lire parce que c'est une poésie unique. Bureau de tabac, c'est tellement bon. Alors il dit qu'au fond, quand je pense, je suis seul. C'est ça qu'il dit. Quand je pense, je suis seul. La pensée, le premier mouvement que ça crée chez l'être humain, la pensée, c'est une solitude, d'où la terrible solitude des êtres pensants. Régent Ducharme, dans son roman « La vallée des avalés », la première page dit la même chose. Tout m'avale, le paysage m'avale, ma mère m'avale, tout m'avale. Tout ce qui n'est pas moi risque de m'engloutir. Donc, que faire pour contrer cette peur d'être avalé par l'autre, par ce qui est en dehors de moi? Le premier mouvement, c'est de se rapprocher
pour se prémunir du danger que représente l'eau. Donc, on va limiter. C'est ça la grande découverte de Girard. On devient un être humain en imitant les autres personnes. C'est ça que fait la pensée. Donc, quand j'imite l'autre, je me rapproche de celui qui n'est pas moi, de ce qui risque de me menacer. Mais plus j'imite l'autre, vous me voyez venir, plus j'imite l'autre, plus je perds ma singularité. Je pourrais vous raconter une anecdote très rapidement. Moi, j'ai eu un grand ami. Ça a duré une relation amicale. On était comme des frères siamois. C'était merveilleux. Donc, on avait besoin l'un de l'autre pour progresser. On s'est connus à l'âge de 15 ans. Mais un jour est arrivé, il a fallu, en quelque sorte, se séparer. Parce que là, on ne peut pas. C'est le problème. Je ne sais pas s'il y a des jumeaux ici. Il paraît que ce n'est pas facile d'être un jumeau. Toute la question du double et tout. Donc, je me rapproche de l'autre pour ne pas être seul, pour ne pas avoir la solitude de l'être pensant, mais plus je m'en rapproche, plus je perds ma singularité. Sur le plan individuel, habituellement, ça se passe bien parce que ce n'est pas négatif, l'imitation. On ne va pas dire ça, surtout quand on est un prof. L'enfant apprend en imitant ses parents. Après, l'élève imite ses professeurs imitent les personnes qu'ils ont lues et tout. Donc, c'est un processus cognitif. On ne peut pas dire que c'est négatif, c'est positif. Vient par contre un moment où on doit se détacher de la personne qu'on imite. L'enfant doit se détacher de ses parents. C'est pas facile à faire. Paraît-il, c'est beaucoup plus difficile pour les parents d'accepter que l'enfant se détache que pour l'enfant, habituellement, mais on n'entrera pas là-dedans. Donc, c'est positif, le processus d'imitation. Les animaux, j'aime beaucoup les animaux, surtout les chats, ça imite peu. Sauf qu'à force de vivre avec nous, ils commencent à s'imiter. J'ai remarqué ça. J'ai 2 chats. Ils sont trop proches de nous. On est en train de les contaminer. Ils sont en train de devenir des humains. Ils s'imitent. Ils sont dans la jalousie. Si j'en flatte un, j'en ai 2. Si j'en flatte un, l'autre arrive tout de suite. Il faut que je flatte les 2 en même temps. C'est dur à gérer, là. Ils ont regardé vivre leur maître. C'est pas compliqué, c'est sûr. Donc, quand c'est un moi collectif, c'est plus compliqué. C'est-à-dire la violence symbolique qui fait qu'on doit tuer, entre guillemets, ses parents pour devenir des êtres autonomes, elle devient une violence sociale, physique. La guerre est le plus bel exemple de cela. Quand une société va mal, qu'elle stagne, qu'elle a l'impression ou qu'elle a peur de disparaître, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invente un ennemi, tout le temps. Elle invente un ennemi. Si mon ami Éric et moi, un jour, pour une raison que je ne souhaite pas, on devient ennemis, comment est-ce qu'on va se réconcilier? On va se trouver un ennemi commun. On va se dire, on va taper sur cet ennemi-là. Ça ne créera pas une très grande amitié, mais ça va ressouder notre relation temporairement. Donc, il m'est venu des exemples, là, évidemment, on ne les cherchera pas trop loin. La société canadienne-française d'autrefois, elle s'est soudée en ayant comme ennemi la ville. La ville, c'est le péché, et l'athéisme. Donc, si tu veux, ou l'anglais, c'est-à-dire la langue anglaise. Là, tu as 3 ennemis, là, et là, ça soude. C'est soudé autour de l'Église, de la langue française et de la ruralité. À partir de la Révolution tranquille, ça ne marche plus vraiment. Là. Il faut donc trouver de nouveaux ennemis. Là, le nouvel ennemi, là, c'est vraiment le Canada anglais. C'est aussi, tu vois, je l'ai oublié, c'est bon, c'est l'Église et c'est le manque d'instruction. Les 3 ennemis qui empêchent la société québécoise de progresser, c'est l'anglais, c'est la religion et c'est le manque d'instruction. Okay? Et ça fait la Révolution tranquille. Ça marche pendant un certain temps. Ça soude le Québec. Là on devient des Québécois. Mais là, qu'est-ce qui est apparu à peu près il y a 10 ans? Il faut changer d'ennemi parce que ce qu'on appelle le bouc émissaire qu'on sacrifie pour ressouder la société, ça marche pendant un certain temps, mais après, il faut que tu changes de bouc émissaire parce qu'il est usé, il ne marche plus. Là, on en a trouvé un nouveau. Là, c'est l'étranger, surtout l'arabe. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce processus-là est un processus bancal qui est condamné à des violences plus ou moins grandes, à plus ou moins
courte échéance. Donc, Gérard a étudié cela au fil des ans. On ne passera pas par... on va sauter parce que c'est un monde, Gérard. Alors, le livre, si vous voulez vous y lancer, il est en livre de poche. Ça s'appelle « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Et ça répond à deux questions que moi, je me posais depuis toujours. Une qui est formulée par un grand écrivain, c'est un grand essayiste qui s'appelle George Steiner, qui dit ceci. C'est un immense essayiste, là. Il a écrit 30 livres, et il dit ceci. « Toute ma vie, je me suis posé une seule vraie question. » Ce qui est à peu près vrai pour chacun d'entre nous. Hein. Quand on y pense, au fond, on est avec une question, puis on se bat avec toute notre vie. La question de Steiner est la suivante. Comment se fait-il que les plus grandes cultures n'ont jamais empêché la barbarie? Et il donne comme exemple, évidemment, la culture allemande en 1939, 1945. Et il a cette phrase terrible, il joue Bach ou Beethoven le matin et il torture l'après-midi. La même personne joue Bach le matin et torture l'après-midi. Expliquez-moi comment la plus grande culture n'empêche pas la barbarie. L'autre question, alors Gérard répond, vous voyez tout de suite la réponse de Gérard. Gérard a la réponse, lui. C'est que la culture ne peut pas empêcher la violence, puisque le fondement, la chose cachée depuis la fondation du monde, ce qui ressoude les êtres, qui crée une culture, c'est la violence, c'est l'exclusion, c'est le sacrifice du bouc émissaire et tout. Donc, ce n'est pas paradoxal. La culture, là où on en est rendu dans notre évolution, on en parlera tout à l'heure, elle fonctionne encore avec le rite sacrificiel. Il faut sacrifier quelqu'un pour ressouder une communauté. La même question était formulée par un poète polonais, Stachura, qui s'est suicidé. Il dit, la phrase exacte, c'est « Comment se fait-il que les hommes qui sont si seuls dans l'univers se querellent et en viennent même jusqu'à se tuer? » Encore là, la réponse de Girard, ils se tuent parce qu'ils ne peuvent pas supporter leur propre solitude. C'est terrible à dire, mais quand on regarde, au fond, quand on ne réussit pas à établir une relation harmonieuse avec l'autre, surtout si l'autre est très proche de nous, ça c'est quelque chose de fascinant. Plus les êtres deviennent proches, plus la violence risque d'augmenter. Bon. Encore là, l'exemple de la Russie et de l'Ukraine, c'est fascinant. Donc, la réponse à Stachura, ils se tuent parce qu'ils ne peuvent pas supporter la solitude. Ils ne peuvent pas supporter, au fond, la distance. Et le fondement de la pensée de Gérard, si on veut aller au-delà de la violence, il va falloir passer de la raison qui nous a été donnée et qui a été vécue jusqu'à maintenant presque exclusivement sur le mode du rationalisme, c'est-à-dire l'ordre de la maîtrise de la pensée sur ce qui est à l'extérieur de nous. On le dissèque, on divise, on sépare, on crée des objets et des sujets, ce qui nous permet de connaître l'objet, mais qui ne nous permet pas de nous relier à cet objet-là de façon, je dirais, non seulement affective, mais intime. La rationalité ne permet pas de voir que le réel est un champ de relation entre ce qu'on appelle l'esprit et la matière. Donc, la tâche qu'on n'a pas encore réussi vraiment à faire, sauf vous, sauf des exceptions, c'est de passer de la raison qui divise à la pensée ou à la conscience qui relie. Bon, c'est une bonne question qu'on peut te poser, ça, Yvon. C'est-à-dire là, tu viens de bien nous expliquer comment, avec la théorie de René Girard, on peut comprendre pourquoi il y a de la violence. Ça, c'est assez clair. C'est ce mécanisme du sacrifice que tu as expliqué, bon, qui ressoude les gens autour d'un ennemi commun. Donc, est-ce qu'on est condamné à l'infini à se créer des ennemis pour se ressouder autour de ces sacrifices? Bon. Et là, tu nous dis qu'il y a une voie de sortie. Bon, donc déjà, c'est chanceux qu'il y en ait une. On n'est pas pris là-dedans. On espère, oui. Mais c'est quoi ce passage que tu viens de décrire de la raison à la pensée? Bon, il y a, je me trompe tout le temps, il y a un philosophe présocratique. En fait, ma seule culture vraiment philosophique, c'est les présocratiques
que j'adore, parce que ce n'est pas encore des vrais philosophes. Ils sont d'une naïveté que j'adore, qui me convient parfaitement. C'est pour ça que je suis toujours un peu intimidé quand je suis à côté de vrais philosophes. Alors, c'est pas Empédocle, c'est pas Parménide. En tout cas, il a dit ceci: le sang qui circule autour du cœur est proprement la pensée. Le passage de la raison à la conscience, c'est la grande aventure de la pensée qui devient amoureuse de son objet qu'elle maîtrisait, qu'elle disséquait, qu'elle connaissait. Dès l'instant où la pensée, et même ça arrive à travers une recherche philosophique, amoureuse, esthétique et même scientifique, découvre que ce qui est à l'extérieur de moi correspond à ce que je suis. Ça va même beaucoup plus loin, mais ça m'a pris du temps un peu à l'accepter, mais c'est de penser que ma propre pensée existe parce que dans l'univers, il y a une pensée. Autrement dit, si ce n'est pas le chaos, s'il y a un cosmos, s'il y a une forme, puis que ça marche, avant qu'on la bousille, ça marche. Hein? Les saisons se suivent, les plantes poussent, ils suivent leur modèle, les animaux se battent parce qu'il faut... Je sens peut-être une question qui va venir, mais je vais la devancer. Vous allez dire, monsieur, les animaux, ils sont violents aussi. Là. Attention, là. Il n'y a pas de violence gratuite chez les animaux, en tout cas. À moins qu'ils soient contaminés par les humains, il n'y a pas de violence. Ils se battent pour un territoire, pour une femelle, pour la reproduction, pour la bouffe et tout, etc. Ce n'est pas gratuit. Alors que la violence mimétique, et ça c'est fascinant, elle n'a pas de véritable objet. Mettons par exemple, on dit, ah ben oui, la Russie, elle se bat parce qu'elle veut avoir le territoire de l'Ukraine. Girard dirait, mon œil, vous n'avez rien compris. Ils se battent pour le prestige. Quand les empires étendent leur empire, justement, vont jusqu'au bout de l'instinct de conquête, on dit c'est parce qu'ils veulent plus d'argent, ils veulent plus de territoire et tout. Oui, mais au fond de cela, c'est une question de prestige. On revient toujours au moi qui, pour s'affirmer, doit dominer, conquérir, jusqu'au moment où il y aura cette mutation, presque une mutation, où la pensée va faire place à cette autre forme de pensée, de conscience amoureuse. Tu es en train d'ouvrir sur le fait que le moi doit comme accepter qu'il fait partie de quelque chose qui le dépasse d'une certaine manière. Hein, tu parles de quelque chose de plus grand que nous, en fait. C'est la grande intuition qu'on a tous, mais on passe vite là-dessus. L'intuition que l'univers est une œuvre. Exactement une œuvre, comme une pièce musicale, comme un poème, même comme une société. C'est une œuvre. Et une œuvre, ça fonctionne comment? J'ai enseigné la création littéraire. Toute ma vie, je n'ai enseigné qu'une chose, OK? Et j'en suis bien fier. Je l'avais. C'est pas moi qui l'ai inventé. Oh, pardon, c'est pas... Habituellement, je ne parle pas dans le micro, puis là, je suis en train de le faire exploser. Mais une œuvre, ça se crée toujours de la même façon. Tu as deux choses contraires, deux sentiments, deux niveaux de réalité, le dehors, le dedans, l'amour, la haine. Tu as des vérités contraires. Et une œuvre, ça se crée en essayant de soutenir la tension entre ces contraires-là pour que ça produise une forme. L'univers, c'est une création d'abord perpétuelle, qui est toujours en mouvement. Ça change à tous les jours. Et c'est créé par la possibilité de créer un champ de relation entre des niveaux et des réalités différentes. Donc, dès l'instant où on commence à penser que je fais partie d'un univers qui est une œuvre dont je procède et à laquelle je collabore, ça change tout. Cette intuition-là, on l'a très, très souvent, mais on passe outre. On parlera de l'attention tantôt parce que c'est quand même un point très important. L'avenir est dans l'attention. Une amie récemment me disait cette chose absolument étrange. Ça a l'air étrange. Elle dit, écoute, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un d'un peu sauvage, pas très social et tout, et peut-être même un peu parano. C'est pour ça que ça m'a beaucoup frappé. Elle m'a dit, écoute, je marchais dans un parc et tout à coup, elle n'est pas croyante, là, et tout à coup, je me suis senti aimé.
habituellement, elle me parle surtout des gens qui l'haïssent. Mais là, elle s'est sentie aimée. Alors là, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aimée par qui, par quoi? Je ne sais pas. J'avais même l'impression que même si le monde entier m'haïssait, que j'étais aimé. Et ça, c'est l'intuition capitale qu'on retrouve chez tous les écrivains que moi j'aime. Virginia Woolf, qui est au sommet, Herman Brock, Gabriel Leroy et tout. Ce sentiment que l'être humain, si petit soit-il, joue son rôle dans la grande orchestration du monde. Autrement dit, le plus petit contient le plus grand. Il y a un poème de Rilke que je cite depuis que je l'ai lu à l'âge de 20 ans, qui résume tout ça. Il dit ceci: « Ô moi qui veux croître, je regarde dehors, je regarde l'arbre dehors, et voici que l'arbre croît en moi. » C'est des correspondances de Baudelaire. C'est cette intuition que nous sommes foncièrement de la même pâte que de tout ce qui est à l'extérieur de nous. Donc, on peut appeler ça une pensée amoureuse parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'objet et de sujet. Il y a une seule œuvre, il y a, au fond, des êtres séparés et semblables. C'est ce que Simone Weil, dont je parle beaucoup, rapidement, juste pour vous donner le goût de la lire. C'est qui Simone Weil? Simone Weil, elle n'est pas loin derrière Virginia Woolf sur ma table de chevet. Beaucoup de femmes sur ma table de chevet, excuse-moi. Mais je lis aussi des hommes. Mais Simone Weil, c'est une philosophe du début du siècle. Elle est née dans une famille de génies. Bon, ça aide. Son frère était mathématicien. Son frère était mathématicien. À 15 ans, il était déjà à l'université, puis ses profs ne savaient pas quoi faire de lui. Fait qu'elle, la pauvre Simone, à côté de son frère, elle était comme une cancre, une grande philosophe. Et elle a ceci de particulier dans son parcours qu'elle ne s'est pas contentée de connaître parfaitement la Grèce, toutes les philosophies, y compris les philosophies orientales. C'est comme... Ça se peut pas, là, parce qu'elle est morte à 33 ans, là. Mais en plus d'avoir bien fait ses classes de philosophes, de connaître la philosophie occidentale, mais aussi les philosophies orientales, elle est allée travailler chez Renault, parce qu'elle voulait savoir c'était quoi un ouvrier qui travaille sur une chaîne de montage 12 heures par jour. Elle a laissé sa santé, la pauvre, là, c'est certain. Après ça, quand elle est sortie, la guerre a éclaté. Et elle est juive, là, okay? Mais ça, c'est aussi très drôle, pas drôle, mais étrange. Il n'y a pas de plus grande critique de ce qu'il y a de défaillant dans la culture juive que chez elle, mais en tout cas. Alors, elle veut aller dans la résistance. Mais là, les résistants disent, écoute, Simone, tu ne nous aideras pas beaucoup, là. Une juive dans la résistance, on est à la Deuxième Guerre mondiale, là. C'est la chasse ouverte aux Juifs, là. Tu ne vas pas venir jouer dans nos plates-bandes, tu vas attirer tout le monde sur nous. Fait que là, elle s'en va plutôt rejoindre le général de Gaulle en France, et c'est là qu'on lui commande, je ne sais pas qui lui commande, un essai magistral qui s'appelle Le Déracinement. L'enracinement. Donc, Camus a dit, si l'Europe a un avenir, il est dans ce livre, parce qu'elle a fait un travail incroyable. Et ça se lit bien, là. Elle a examiné, au fond, toutes sortes de choses. Par exemple, comment on a abruti les ouvriers en les réduisant à des machines. Okay? Maintenant, l'IA va remplacer l'ouvrier, mais vous voyez, dès l'instant où un être humain est réduit à une spécialisation. C'est un de mes dadas dans l'éducation. L'éducation fait fausse route aussi longtemps qu'elle surspécialise trop tôt les élèves. C'est pour ça que je défends les cégeps, la formation générale, qui retarde cet abrutissement que sera la surspécialisation. Donc, dès l'instant où on surspécialise l'être, on le réduit à sa fonction, on vient de le détruire. Ce n'est plus un être humain. Parce que l'être humain, c'est celui qui est un moi. Oui, il a peut-être spécialisé son cerveau dans un métier, dans une discipline, mais ce qui fait qu'il est un être humain, c'est le mot que j'utilise, c'est qu'il est poreux. Il est poreux, comme la peau, c'est rempli de pores, de trous. Il communique constamment avec tout ce qui n'est pas lui. Donc, elle a fait cela. Donc, c'est un être extraordinaire. Et elle a... Pourquoi j'ai parlé de Simone Weil? Parce que c'est la question de la transcendance. Simone Weil, c'est quand même elle qui va devenir... Oui. Elle va se convertir
Bien, elle se convertit parce qu'elle ne se convertit pas. C'est drôle, c'est comme René Girard. René Girard dit, ah oui, mais bon, OK. C'est la question de la religion, au fond, qu'on est en train de tourner autour. On parle de la religion. Bien, OK. La religion... Parce que on va faire une distinction qui est celle de votre bon cas. Non, mais c'est la bonne question parce qu'on comprend très, très bien que pour passer de la raison à faire à ce saut-là... À la pensée. Oui. Il y a un saut. Donc, on peut dire la foi ou la croyance. Juste raconter un truc chez Kafka. Il y a une petite fable de Kafka qui est la suivante. Dans tout être humain, dit Kafka, il y a deux êtres. Ils sont tout le temps en querelle. Il y en a un qui me tire vers le passé, il y en a un autre qui me tire vers l'avant, puis ils ne s'entendent jamais. On pourrait dire la droite, la gauche. Okay? C'est, je veux conserver ce qui existait, puis l'autre, je veux découvrir quelque chose. Et ils ne s'entendront jamais, mais heureusement, dit Kafka, heureusement, il y a un troisième moi au-dessus des deux et qui les arbitre et qui réussit à faire en sorte que cette tension va continuer d'exister, mais elle va donner naissance à une forme. Okay? Donc, on peut dire que le passage de la raison à cette nouvelle pensée qui relie, on pourrait appeler ça la foi, pourvu qu'on la distingue de la croyance. Pierre Vadeboncoeur, rapidement, c'est un écrivain immense. C'est le plus grand essayiste du Québec. Il est mort il y a 12 ans. Il est mort en 2010. 16 ans, mon Dieu, j'en passe. Et c'est un être extraordinaire, un écrivain extraordinaire, parce que c'est un grand penseur, mais qui était syndicaliste. Hein? Et là, on va peut-être aborder cette question à la toute fin. C'est bien beau de parler comme on fait, mais qu'est-ce qu'on fait demain matin? Mais je reviens, je ferme mes parenthèses. J'ai bien du mal. J'ouvre une parenthèse. Il faut que je la referme pour reprendre le fil. Le fil est, Vadeboncoeur dit, j'ai la foi, tenez-vous bien, j'ai la foi sans être croyant. Et ça, c'est une distinction capitale. La croyance, c'est l'adhésion à une église, à une religion, à des dogmes, à une morale. Une morale, c'est tu vas faire ceci, tu ne fais pas cela, tu dois croire que Dieu est ceci, etc., etc. Ça, c'est la croyance. La foi, c'est une expérience. C'est une expérience de, pour le dire très, très simplement, d'adéquation entre le moi et l'être. Gaston Miron dirait, c'est le sentiment d'être, c'est Miron qui parle, d'être flush avec le monde, d'être en résonance avec le monde. Ton ami Frétail, que tu m'as fait lire, que j'adore, parce qu'il a écrit, Frétail, c'était le maître à penser d'Éric Martin, c'est un être extraordinaire, qui a écrit Le naufrage de l'université. Je lui dois beaucoup dans le chemin d'école, j'ai repris ses idées. Il parle justement d'un sentiment de réalité. Il parle, lui, donc d'une transcendance. On peut dire la foi sans être croyant. C'est une transcendance qui a ceci de particulier, qu'elle ne place pas les valeurs au-delà, mais aussi ici. Donc, il y a une sorte de transcendance immanente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, contrairement à ce qu'on pense, quand on veut s'élever, il faut, oui, avoir cette aspiration à ce qui est le propre de la foi. La foi, c'est de croire en des absolus. Quelqu'un qui a la foi croit que le bien, ça existe, que le vrai, ça existe, que la justice, ça existe. C'est des absolus. Si quelqu'un dit « Oui, mais le bien, c'est difficile à dire… » Non, non. Quand tu as la foi, tu sais que le bien, ça existe. Et dire, le mal, c'est facile de définir. C'est peut-être ceci, c'est peut-être cela, peut-être que c'est difficile de définir, c'est pas tout à fait le mal. Mais le bien, il y a comme des absolus. Alors la foi, c'est quand tu es… Et ces absolus naissent habituellement de cette relation d'adéquation entre moi et tout ce qui m'entoure, etc. On parlera de la mort tout à l'heure. Mais foncièrement, donc, je ne dis pas que les croyants n'ont pas la foi, mais comme dit Frétail et comme dit Girard aussi, très souvent, les religions ont empêché la foi. Pourquoi? C'est une instrumentalisation politique, de pouvoir, mais surtout parce qu'ils ont maintenu, là on rentre dans du précis, en tout cas, pas que je m'en fâche, puis que je me l'explique à moi-même chaque fois, c'est qu'en confiant ces absolus à des dieux, dans les religions archaïques, dans plusieurs dieux, ou dans le monothéisme à un seul Dieu,
on confie en quelque sorte la responsabilité de soi et de l'univers à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça quand on fait des rites sacrificiels, on les offre aux dieux. On offre des sacrifices aux dieux pour que les dieux endiguent la violence. Okay? Donc, les religions, dit Girard, ce sont des étapes intermédiaires qu'il faut dépasser dans le processus qui va faire de nous des êtres humains. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ce qui veut dire que les religions sont des traductions, trahison, comme on dit, traduction, trahison de ce sentiment-là, que quelque chose me relie à quelque chose de plus grand que moi, mais que je suis aussi. La phrase qui résume bien ça, le plus petit que je suis contient le plus grand. Bon. Quand je dis qu'elle s'est convertie ou pas, elle s'est convertie, elle a eu la foi. Elle n'a jamais adhéré à l'Église catholique, mais elle a adhéré à l'Évangile. Les êtres qui ont la foi sans être croyants peuvent se référer, et ils se réfèrent constamment, à des grands livres, à des livres inspirés, que ce soit la Gita, que ce soit les Évangiles, ou la Bible, ou même le Coran, que je connais moins. Donc, la question du religieux est une question qui nous empoisonne au Québec. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Quand on n'a pas, j'allais dire, c'est terrible à dire comme ça, quand on n'a pas dépassé ce stade intermédiaire de la religion pour avoir accès à ce sentiment du réel, ce sentiment amoureux du réel, si on ne l'a pas dépassé, on va le traîner longtemps, y compris quand on pense qu'on renie les religions. Je l'ai écrit, je peux vous le redire, je suis prêt à le défendre devant n'importe qui. Toute une partie de la crise de la laïcité au Québec, c'est du refoulé de religieux pas assumés, essentiellement. Ouais. Parce que on transpose sur les religions un pouvoir qu'on ne devrait plus leur accorder, en quelque sorte. Mais juste pour rembobiner le truc, là, parce que là, tu nous as dit au début, il y a la violence mimétique, la rivalité mimétique, donc il y a des guerres, etc., parce qu'on s'affronte les uns les autres. Là, tu dis on va s'en sortir en ouvrant sur quelque chose qui est plutôt vertical, ou en tout cas, au lieu de s'affronter les uns les autres, on doit ouvrir sur la conscience qu'on appartient à quelque chose de plus grand que nous, sans pour autant tomber dans le panneau des religions organisées qui disent ben, c'est nous qui avons la réponse, parce que c'est plus compliqué que ça, ce que tu nous dis. Déjà, ça clarifie. Parce qu'en lisant le livre, des fois, on peut avoir l'impression que c'est un appel à revenir à une forme de foi religieuse, et là, on comprend que c'est pas ça. Non, c'est plutôt la même idée, mais sans besoin de passer par un Dieu, donc c'est quelque chose comme ça. Mais, écoutez, moi, j'aimerais croire en Dieu et tout. Ça a l'air d'une subtilité ou d'une dérobade, mais je crois au divin. C'est-à-dire que je crois que nous sommes en marche vers quelque chose qu'on appelle le divin, c'est-à-dire quelque chose qui serait l'humain accompli, qui ne serait plus dans la rivalité mimétique. Autrement dit, si j'étais capable de voir que ce que je suis, c'est une étape vers quelque chose d'encore mieux. Tchekhov dit quelque chose d'extraordinaire dans un de ses carnets. Il dit qu'au fond, il faut avoir confiance en l'humanité, dans le sens suivant. Il faut croire qu'on va se perfectionner. Et moi, je trouve qu'une des grandes entraves au dépassement de la violence, c'est cette croyance qu'on ne peut pas changer le monde, ou individuellement, hey, je suis comme je suis, etc., etc. Dès l'instant où on ne croit plus que le monde est une œuvre en marche, que nous-mêmes, comme individus, que le moi que je suis, il est en marche. Tantôt, je me faisais... J'allais dire, c'est facile de dire ça, mais c'est vrai aussi. Je maintiens que je ne suis plus tout à fait l'être qui a quitté Montréal il y a 2 heures. Ça, c'est certain. C'est certain. Physiquement, le jour où je ne connais rien, parce que j'ai fait la biologie, mais je me suis arrêté à la grenouille, fait que je ne suis pas très fort, mais j'ai lu un jour, tenez-vous bien, vous savez sans doute, parce que vous êtes savant, que le corps, il se renouvelle à tous les 7 ans. Il ne reste plus rien à tous les 7 ans du stock qui me constitue. Donc, au fond,
Quand je dis « je ne suis plus tout à fait celui qui a quitté Montréal », d'abord parce qu'il s'est passé plein de choses. Je me suis battu avec mon téléphone intelligent, puis là, j'ai compris que je suis un dinosaure. Ensuite, j'ai pris un bain de lumière sur l'autoroute, encore plus quand on quitte l'autoroute. C'était merveilleux, la lumière dans les champs. Ensuite, je ne suis plus tout à fait le même parce que je renoue avec une partie de ma vie qui est derrière moi depuis 18 ans. Je renoue avec les élèves. C'était la plus belle partie de ma vie. Et donc, ce qui me maintient en vie, littéralement, c'est de croire que, et là on s'approche de la mort, parce que c'est la deuxième réponse, pourquoi la violence, c'est la peur de la mort. Si je vis avec cette idée que je suis constamment en train de me transformer, que le moi que je suis, il meurt et renaît constamment. Okay? Je vais vous donner un beau texte tout à l'heure qui résume tout ce que je dis là, depuis une heure et qui résume tout le livre, vous n'avez pas besoin de l'acheter. C'est 2 citations de Tagore. Bien, je vais la lire tout de suite parce que ça répond. Quand je vous dis le meilleur de mes livres, c'est ça. J'ai mis en exergue à mon livre parce que ça résume le livre. Okay? Une phrase de Tagore, grand poète indien. Pour vivre, notre moi doit se soumettre à une croissance et un changement continuel de sa forme, ce que l'on pourrait appeler une mort continuelle et une vie continuelle qui se poursuivent parallèlement. Lorsque nous refusons d'accepter la mort, lorsque nous voulons donner à la forme du moi une rigide immuabilité, lorsque le moi n'éprouve aucune impulsion à croître hors de soi-même, lorsque le moi considère ses limites comme définitives et agit en conséquence, nous ne faisons en réalité que chercher la mort. Ça m'amène à la deuxième grande réponse à la question « D'où vient la violence ?» Vient de la solitude de l'être pensant qui est séparé, puis il est comme le porc-épic. Il se rapproche pour échapper à la solitude, puis il s'éloigne parce qu'il ne peut pas supporter d'être collé à l'autre. Mais la deuxième réponse, qui est celle de Simone Veil, qui est celle aussi de Bernanos, de beaucoup de monde, tenez-vous bien, cette Simone dont je vous parlais tout à l'heure, elle a dit ceci, « On tue pour se venger d'être mortel ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Au fond, tout ce que l'on fait, consciemment ou inconsciemment, est là pour non seulement affronter l'inconnu que je ne connais pas, l'étranger ou le marginal ou quoi que ce soit, mais l'inconnu des inconnus, c'est la mort. Il faut quand même, on n'y pense pas constamment parce qu'on serait paralysé, à moins de vivre dans la pensée constante de Tagore, de dire « je meurs et je renais à chaque instant ». Donc, comment combattre cette peur de la mort? Bien, par la violence. Et la violence, c'est quoi? C'est la violence qui est au fond de tout acte de domination. Domination d'un être humain, d'un pays, de la nature. Et ça me donne l'impression que si je peux maîtriser tout cela, je ne mourrai pas. Il y a un personnage de Dostoïevski, tenez-vous bien, qui se suicide pour prouver à Dieu que c'est lui le boss. Okay? Si j'ai du pouvoir, quel qu'il soit, si petit soit-il, peut-être que je ne suis pas mortel, peut-être que je ne suis pas si mortel. Alors, le fond de la violence, c'est véritablement cela. Mais comment combattre alors cette peur de la mort? Bien, on en revient toujours à cette idée que je n'ai pas beaucoup développée, qui est la plus importante, qui est l'éducation et qui est l'attention. L'attention au monde sensible nous éloigne de la peur de la mort parce qu'elle nous met en relation avec le processus même de la vie. Les êtres qui aiment beaucoup la vie n'ont pas peur de la mort. Les êtres qui sont en relation constante avec le vivant, que ce soit un chat, un brin d'herbe, un être humain, ils sont connectés à quelque chose de plus grand qu'eux et ils savent que d'une certaine façon, avec vie ou pas vie, ou réincarnation ou pas réincarnation, ils savent qu'ils sont insérés dans un processus qui s'appelle la vie et qui se renouvelle constamment. Okay. L'attention, donc, c'est quelque chose de capital. Tu l'as écrit dans ton livre sur un pays en commun, j'ai beaucoup aimé, il faut arrêter le brouhaha ambiant de temps en temps pour se brancher sur quelque chose d'autre qui est plus grand que nous. C'est ça.
Et pourquoi j'ai consacré 3 livres à l'éducation? Parce que c'était mon métier. Okay? J'ai été professeur, professeur un jour, professeur toujours. Et l'éducation, telle que je la conçois, telle qu'elle est conçue par mes collègues, par la plupart d'entre vous, c'est ce que j'ai appelé une école du mouvement. La seule façon d'échapper à la violence, c'est de s'éduquer au mouvement, d'accepter de passer constamment de ce que j'ai été à ce que je suis, de ce que je pense à ce que j'imagine, de ce que je croyais à ce que je découvre, hein? Du passé à l'avenir et tout. Foncièrement, le propre de toutes les matières qu'on enseigne, même dans une phrase. Mettons si on enseigne la langue, je ne l'enseigne plus, mais quand tu enseignes la langue, qu'est-ce que tu fais? Tu passes d'un mot à un autre. Tu passes d'un membre de phrase à un autre. Et quand tu fais un texte, tu passes d'une idée à un autre et tout, etc. L'école du mouvement, c'est la seule façon d'amener les êtres à sortir d'eux-mêmes et à les remettre en mouvement avec ce qu'ils ne le savent peut-être pas, mais qui les fondent, qui les créent, etc. Donc, une dernière question pour toi, Yvon, parce que le temps file. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent changer le monde. Il y en a plein. Il y a des écologistes, il y a des militants partout. Oui. Là, tu as l'air de dire qu'il leur manque quand même quelque chose ou ils n'ont pas vu quelque chose. Donc, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui veut changer les choses aujourd'hui, ce serait quoi? Bien, moi, je dirais commencer par être attentif à ce qui est autour de vous. En fait, Hannah Arendt, une philosophe immense, a écrit un livre sur la crise de la culture, ou c'est la crise du monde dans lequel on se trouve. Et elle dit, au fond, le cœur du problème, de la crise, c'est qu'on a dissocié la pensée et l'action. D'un côté, tu as les gens qui pensent, puis qui n'agissent pas, puis de l'autre côté, il y a des gens qui agissent, puis qui ne pensent pas. Il faut réussir à faire en sorte que l'action soit connectée sur la pensée. Mais la pensée, ça ne veut pas nécessairement dire des choses très, très compliquées. La pensée, c'est comme je l'ai défini, c'est cette intuition qu'il y a un lien profond, réel, constitutif entre moi et le non-moi. C'est ça la pensée. Foncièrement, c'est ça. Alors, si on agit sans être branché sur cette pensée-là, on va à la catastrophe tout le temps. Si on agit uniquement au niveau horizontal, c'est un débat que j'ai souvent, on dit, oui, mais on fait des mesures, on crée des lois pour empêcher la violence, il y a des institutions, il y a tout le travail social. Oui, oui, c'est bien beau. Mais si ce travail social, horizontal, n'est pas tiré vers le haut par cette pensée qui nous relie à l'univers, qui est une œuvre, aux autres, qui sont à la fois proches et semblables. Autrement dit, toute action qui n'est pas branchée sur cette pensée qu'on pourrait appeler le souci de l'autre nous mène directement à la catastrophe. Si tu dis « Ah, je vais exploiter telle ressource naturelle parce que j'ai besoin d'électricité, bravo, parce que j'ai besoin de... etc. » Mais dès l'instant où ton action perd de vue que ce avec quoi tu entres en relation te nourrit, t'es fait. Et pensez-y 2 secondes, là. Dans bientôt, c'est maintenant. On est allé sur la Lune, on a fait la bombe atomique, on est très brillant, etc., etc. C'est fait. On a fait nos devoirs. Mais maintenant, la grande question, c'est où est-ce qu'on va trouver de l'eau? J'ai posé la question à un ami, un scientifique, de l'eau, on peut-tu fabriquer ça? Il m'a dit oui, mais ça coûte cher en... La grande question, on est allé au bout de la raison qui est déconnectée du monde, donc il se sert du monde comme une matière à exploiter, donc il la détruit et qui détruit les humains aussi. Pensez-y un peu, là. On est tellement habitués qu'on oublie ça, là. Tu as des gens qui tuent des gens pour des questions de prestige. C'est quand même incroyable, là. Et que la grande question de l'avenir, on n'en parle pas trop, mais la grande question, c'est comment on va faire pour se nourrir et comment on va avoir de l'eau. C'est fou. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le réchauffement climatique a provoqué une conscience de la fin possible de l'être humain. Et on est ainsi fait qu'on ne fait jamais rien, comme on dit, tant qu'on n'a pas atteint le fond du baril. Bien là, il n'est pas loin, le fond du baril. Pas pour nous, parce que nous, on fait partie aussi d'une société privilégiée.
Pendant que les autres crèvent de faim, que les lacs deviennent des mares de sable en Afrique et partout, nous, on a encore accès. Mais là, je cherchais à louer un chalet cet été, puis je regardais parce qu'il y a un truc, la qualité de l'eau. Tu dis, on va me louer un chalet, vous pouvez m'acheter un chalet près d'un lac. Là, tu cliques, la qualité de l'eau du lac. Ce lac est en voie d'eutrophisation. Tu es en train de mourir. Hey, t'achètes ton truc. Comme dit Richard Desjardins dans une chanson, t'arrives au lac, plus de lac. T'arrives à la traque, plus de traque. Fait que si on ne fait pas attention, les choses dites naturelles, dont on doit prendre soin en se reconnectant avec le lien profond qui nous y relie, ils vont disparaître. Donc, comment faire? Moi, je pense qu'on devrait mettre au-dessus de tout ce que l'on fait, qu'on soit élève ou ministre ou quoi que ce soit, que toute action devrait obéir à une seule règle, le souci de l'autre. Si je mettais cette règle dans ma vie, je ne détruirais rien et je nuirais le moins possible et parfois j'aiderais d'une certaine façon. Si avant de mettre un gros projet de 500 millions qui ne verra pas le jour sur le bord du fleuve pour Nordvolt, je me dis, je suis en train de scraper le milieu humide qui est là. Est-ce quelqu'un qui peut réfléchir? Moi, je vais vous dire ma grande question. J'ai mise sur l'éducation. J'ai en moi le professeur qui mise toujours sur la relève parce que je crois qu'un jour, il va falloir que l'humanité en arrive à désigner des gens qui les gouvernent, ça en prend, et qui vont penser. Comment se fait-il, ça c'est une grande question, comment se fait-il que le Québec, depuis 60 ans, a produit des grands intellectuels, des grands artistes, des grands humanistes, des grands scientifiques, pour aboutir à l'état dans lequel on est maintenant? Ça, c'est la grande question. Alors moi, je me dis, je le sens dans ta question, il va falloir que les gens qui ont été formés et qui ont appris à penser commencent à agir. Pas nécessairement se lancer en politique, mais c'est en train de se passer. Fasse sentir la pensée auprès des décideurs qui ne pensent pas. Des fois, je me dis, on devrait revenir comme à Athènes. C'était ça qu'on faisait. On mettait, quand on voulait présenter les dirigeants, on les tirait au sort, hein, c'est ça? On mettait le nom dans les chapeaux, puis on tirait. Personne ne se présentait, là. Tu dis, ah oui, aveuglément, pas de compétences. Non. Meilleure moyenne au bâton, mets tout le monde dans un chapeau, puis tire. Ah, ça va être mon premier ministre. Bien, tu vas avoir une meilleure moyenne au bâton que si tu l'as élu. C'est ce que je pense. C'est amusant. J'arrête avant de ça me met hors de moi qu'avec tous les moyens que nous avons, nous fassions si peu et que nous détruisions tant. J'ai l'impression que ce dont tu parles, c'est une sorte de prochaine étape dans la conscience que pour le moment, on n'a pas encore atteint, certainement pas chez nos politiciens, ça c'est assez certain. Pas juste au niveau environnemental, ça, il y a quand même eu du progrès là-dessus, mais tu nous amènes un peu ailleurs pour résoudre les problèmes de la violence, puis de la peur de la mort, puis de l'enfermement de l'ego de l'individu en lui-même. Tu nous dis qu'il va falloir s'ouvrir à quelque chose de plus grand que nous, une conscience d'appartenir à quelque chose de plus grand, mais qui n'est pas pour autant la religion telle qu'on l'a connue jusqu'ici, qui est plutôt une sorte de... Freytag appelle ça la transcendance d'un incroyant, tu appelais ça la foi des incroyants. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ça pourrait se traduire, ça, par de l'action politique. Quelqu'un qui a cette sensibilité-là, comment il pourrait amener ça dans son travail? Non, mais il y a des signes. Regarde, la semaine dernière, il y a eu une grande mobilisation contre le projet qui allait retirer la PEC aux immigrants. Là, il y a eu un sursaut moral, éthique. Tu parles du programme Expérience Québec qui a été aboli par la CAQ. Il y a eu tous les représentants de tous les niveaux de la société étaient dans la rue pour dire « Hey, ils n'ont pas sacré, là, mais ils auraient dû. Ça se fait pas. Ouais. » Tu sais, moi, j'ai grandi dans la culture où tu ne peux pas renier la parole que tu as donnée. Tu ne peux pas déchirer un contrat que tu as signé. Il y a des choses. Alors, je sens que ça, c'est une action qui est dictée par une règle éthique. La règle éthique, c'est ne faire rien qui détruise l'autre.
OK, Alors on va passer aux questions parce que le temps file. C'est une question qui a été posée par donc, la salle. Vous pouvez envoyer à Clément Arnoux par Émio vos questions maintenant si vous en avez d'autres. J'en ai plusieurs, donc merci Clément. On commence par la première question qu'on te pose, Yvon. Si on suit la logique du désir mimétique, pourquoi certaines personnes ne sont pas attirées par d'autres alors que la majorité les considère désirables? C'est bon, ça. Tout le monde le fait, mais tu ne le fais pas. Pourquoi il y en a qui décident c'est probablement une bonne étape dans la conscience de se dissocier d'un mouvement vers ce que tout le monde fait, parce que c'est ça les mouvements de masse. Mettons par exemple, c'est très intéressant, mais moi je pense que c'est un acte de pensée, à moins que ça veuille dire, bien, tout le monde va vers telle chose, mais ça ne m'intéresse pas parce que moi je m'intéresse à autre chose. Il y a des affinités là. Mais foncièrement, si quelqu'un résiste à des mouvements de masse, il est sur la bonne voie. C'est la voie de l'autodétermination, de l'autonomie. Parce que la folie collective, c'est toujours des mouvements de masse. Et les fascismes, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de livres sur le fascisme. On est en train de découvrir que le fascisme n'est pas uniquement une invention de Staline ou de Hitler ou de Mussolini. Bien, c'est toujours, au fond, un mouvement qui fait en sorte que l'individu est écrasé, n'existe pas. Il est perdu dans une foule. Moi, ça me fascine beaucoup. J'ai parlé de l'Allemagne, c'est une culture que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup lue et tout. Comment se fait-il que tout un pays comme ça est embarqué dans une folie? Tu sais, Brock a consacré tout un livre à ça. Donc, si tout le monde va vers quelque chose, d'avoir l'instinct de résister, je trouve que c'est un pas vers la conscience. Une autre question ici, Yvon. Est-ce que celui qui aurait développé l'espèce de foi dont tu parles envers le bien, etc., ça lui donnerait la possibilité de juger d'autres cultures qui ne respecteraient pas sa vision de l'absolu? Tu vois, c'est à partir du moment où moi, je pense que j'ai trouvé l'absolu, est-ce que je peux juger d'autres cultures qui ne correspondent pas à mes absolus? Bien, d'abord, juger une culture, c'est comment dire, d'abord, il faudrait la connaître. Et tu ne peux, au nom de quoi tu juges une culture? Parce que tu penses que tu as trouvé un absolu? Bien, il faut que... Habituellement, on compare. Quand on imite, on compare. Si je compare ma culture à une autre culture, je peux avoir des affinités plus avec une culture qu'avec une autre. Pourquoi est-ce que moi, malgré l'horreur de la Shoah et tout, j'ai été attiré par la culture allemande? Je ne sais pas, je suis né dans le bois. S'ils ne parlaient pas d'allemand, il n'y avait pas de livre chez moi, pourquoi j'ai ça? Il y a des affinités comme ça. Est-ce que je juge une culture parce que je me sens moins attiré vers elle? Il faut pas. Il y a une question d'affinité. Une culture vers laquelle je ne serais pas attiré, c'est probablement parce que c'est une culture que je connais mal, que je connais peu, ou bien que je n'ai pas d'affinité. Attention, là. Là, je veux que le moi s'élargisse en s'ouvrant, mais le moi, il existe, là. Autrement dit, moi, des fois, j'ai du mal. Je suis né avec une petite entreprise, là, c'est moi, la petite entreprise. Je suis né avec ça, là. Débrouille-toi avec ça. Tu sais, je n'ai pas choisi, là. J'arrive là, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, puis... Et je dois quand même défendre le moi. Là. Mais je pense que la question, c'était le danger que, pensant avoir trouvé des réponses absolues, on s'enferme à l'intérieur et on s'autorise par la suite de ce lieu-là à... Non, mais les absolus dont tu es question, oui, que je comprends. Là. C'est la morale. Moi, je fais une grande distinction, c'est pas moi, c'est beaucoup de monde, Brock, toi, tu le fais aussi. La différence entre la morale et l'éthique. La morale, c'est... Tu fais ceci, tu fais cela, c'est des dogmes, c'est des croyances et tout. L'éthique, c'est pas ça. L'éthique, c'est l'adhésion ou l'aspiration à des absolus. Mais ça ne veut pas dire que tu les possèdes. Non, non, par définition, tu n'y arrives jamais. Si quelqu'un pense qu'il est arrivé au bien, au vrai, etc., c'est sûr qu'il va tomber dans les dogmes, il va tomber dans le truc. Brock dit, l'éthique, c'est une exigence d'infini. Autrement dit, tu n'y arrives jamais. C'est un travail perpétuel, au fond. C'est un travail. Donc, tu ne peux pas juger quelqu'un parce que tu aurais arrivé, tu définis la vérité. Par contre, si tu es dans cette aspiration à un absolu, ça te donne des indications assez justes de ce qui est mal.
Et ça, c'est une chose aussi que Simone Veil et Pierre Vadeboncoeur développent constamment. Tu sais, il y a une sorte de relativisme qui existe depuis la modernité. Tu sais, le bien, le mal, oui, c'est pas facile. Hein, non, c'est pas... Écoute, tu n'as pas besoin de tergiverser quand tu vois un pays qui massacre un autre pays. Je m'excuse, là. Tu peux couper les cheveux en quatre, là. C'est une agression. Si quelqu'un tue sa femme, tu as beau dire, mais oui, mais il y a eu une enfance... OK, il y a tout ça, c'est mal. Autrement dit, il y a comme une sorte de loi que tous possèdent en nous et qui nous est donnée pas par la morale, qui varie d'une religion à l'autre, d'une société à l'autre et tout, mais qui nous est donnée par une sorte d'intuition ou d'aspiration de ce qui est vrai, de ce qui est faux, etc. Une autre question ici. Tu nous as parlé d'un ami qui a eu des propos sur les immigrants qui t'ont choqué. Comment avez-vous géré cette situation, mis à part le livre que vous avez écrit? Quelle autre solution avez-vous trouvé pour raisonner votre ami sur ces affirmations? Ben, je cherche encore. C'est très, très difficile, ça. Ben, on a continué de se voir, mais je mentirais si je disais que quelque chose ne s'est pas brisé. C'est très, très difficile, parce que je sentais que c'était quelque chose de très, très profond. Et là, il y a comme une rupture, là. On a continué de se voir, mais ça n'a plus jamais été comme avant. Et ça, c'est une question terrible, là, parce que c'est une question qu'on doit gérer constamment. Récemment, j'ai essayé d'avoir une relation épistolaire avec un penseur avec qui je n'ai aucune affinité. Et je me suis dit, force-toi, parce que je passe ma vie à écrire. C'est une phrase d'un grand scientifique qui s'appelle Bohr, qui a dit, attention, le contraire d'une idée profonde, c'est souvent une autre idée profonde. Et je crois à ça, foncièrement. C'est vrai en science, c'est vrai à tous les niveaux, socialement et tout, etc. Mais, alors je me suis dit, je vais faire un effort de dialogue, comme on dit, échanger avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes idées que moi sur quoi que ce soit. Ça n'a pas duré longtemps. Mais pourquoi? Et pas par mauvaise foi, c'est parce que je me suis rendu compte à un moment donné qu'on ne parle pas vraiment de la même chose. Lui, il gosse, comme dirait mon petit-fils, il gosse sur des détails. Il gosse sur l'arbre. Moi, je m'intéresse à la forêt. Alors, par exemple, cette personne, à un moment donné, a écrit un texte terrible sur une frégate de la paix en marche vers la Palestine. Parce que sur ce bateau, il y avait deux pourris, deux personnes qui n'avaient pas d'allure. Il condamne toute la frégate, qui est symboliquement très chargée. C'est comme les moines là, qui sont partis de je ne sais pas où puis qui ont marché sur Washington. Tu peux bien dire, « Ils sont-tu épais? Tu penses-tu que ça va changer quelque chose? » Oui, bonhomme, ça va changer quelque chose. On est dans le symbolique, mais le réel, il est aussi d'abord symbolique. Donc, tu échanges avec quelqu'un comme ça, 2, 3 fois, et tu te rends compte que lui, il ne pourra jamais faire le saut de l'arbre à la forêt. Fait qu'on perd notre temps. En tout cas, moi, je n'ai pas une très grande patience, je dois dire. Tu as parlé beaucoup du souci de l'autre. Est-ce que c'est une question qui devient plus difficile aujourd'hui à cause de ce qu'on pourrait appeler l'accélération de notre société? Donc, moi, dans cette question, j'entends un peu l'auteur Hartmut Rosa qui parle beaucoup de l'accélération de la société, de la perte de la résonance. Oui. Donc, est-ce que le fait que la société accélère, ça rend plus difficile? Ah bien, ça, c'est certain. C'est certain. La vitesse, la fragmentation, l'atomisation. Tu sais, tu peux pas... Mettons, entrer en relation, on le sait, avec quelqu'un, ça prend du temps. Donc, entrer en relation avec même tout un phénomène social, ça prend du temps avant de le comprendre. Si on va trop vite, encore là, on va attraper des morceaux, puis on ne pourra jamais les relier dans quelque chose. La lenteur, c'est certain que moi-même, je me rends compte maintenant, je ne suis pas un maniaque trop de l'Internet, mais j'y vais au moins 4 fois par jour. Et avant, quand je n'en avais pas, je vivais aussi, là.
je dénigre pas ça parce qu'il y a des choses extraordinaires, ça me révèle, on met des textes et tout. Donc, l'atomisation, la fragmentation, parce que normalement, on devrait, c'est ça le grand paradoxe, on ouvre l'écran, on fait le tour du monde. On ouvre les journaux, on fait le tour du monde. On est au courant de tous les massacres qui se passent. La même chose pour le réchauffement climatique. À tous les jours, tu as une image qui te dit, écoute, c'est pas un complot, là, Chris, c'est vrai, là, tu le vois bien, là. Il y avait un lac, plus de lac. Okay? Mais comment se fait-il que l'accumulation et la rapidité de l'information détruit l'attention? C'est ça le grand truc. Alors, c'est pour ça que dans l'éducation, dans mon livre, dans l'autre, en tout cas, je ne sais plus lequel, il y a un éloge de la lenteur. Mettons, par exemple, toi, tu as écrit un livre, merci, le combat vient juste de commencer, contre l'IA. Quand les gens disent « oui, mais ça va plus vite », quand quelqu'un dit ça, là, vous êtes sûr que c'est un imbécile. En tout cas, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est en affaires, mais qui ne pense pas. Parce que le propre de la pensée, c'est le temps. Bon, le propre de la pensée, c'est de passer d'une chose à l'autre lentement, non pas tellement pour aller à l'autre chose, mais pour éprouver ce qu'il y a entre les deux. C'est le temps. Donc, si tu supprimes le temps par la rapidité des échanges, de la lecture et tout, tu ne penses plus. Parce que, là, j'ai parlé de la violence, j'ai parlé de la mort, mais dans tous mes livres, je ramène toutes ces questions à la question du temps. Qu'est-ce que vous faites avec votre perception du temps? Alors, tous les êtres humains ont deux grands écueils avec la perception du temps. Ou bien tu te grises pour ne pas y penser, ou bien tu es tiré par l'abîme qui est la mélancolie. Comme moi ce matin, j'ai travaillé à Burlington, Vermont, au début de ma carrière. Pendant 2 ans, j'ai passé sur cette route ici pendant 2 ans. Évidemment, là, j'ai eu plein de souvenirs de cette époque où j'étais jeune et tout, etc. Donc, si je cède à cette tentation-là, je suis faite. Et si je pense à ce qui vient, la mort, la vieillesse, les maladies et tout, je suis faite. Donc, il faut apprivoiser le temps, être capable de tenir cette tension entre les deux. La vitesse brise ça. Hannah Arendt dit, ou Simone Weil, je ne sais plus, des fois je les confonds, le propre de la pensée, ce n'est pas d'aller vite, c'est de suspendre, tenez-vous bien, c'est de suspendre même la pensée. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tu es dans un processus d'action ou de pensée et que tu ne l'interromps pas, tu ne prends pas conscience du réel que la pensée ou l'action est en train de combler. Donc, la vitesse est la pire chose pour qui pense, pour qui veut aimer, pour qui veut comprendre. Ça prend du temps. Une autre question. Pensez-vous que c'est réellement possible que les grands dirigeants de notre monde appliquent la méthode de souci des autres dont vous parlez et croyez-vous qu'il est toujours possible de rendre le monde meilleur ou avons-nous atteint un point de non-retour en termes de violence? Bien, moi, ne serait-ce que pour continuer de me lever le matin, puis de lire, puis de prendre soin de mes chats, puis de mes proches et tout, je dois répondre que oui, je crois que c'est possible. D'abord parce qu'on a beaucoup d'exemples de cela. Ça m'a beaucoup réconforté, le petit truc dont je vous ai parlé, la descente dans la rue de la société civile pour dire au gouvernement « Hey, tu ne vas pas déchirer les permis que tu as accordés à 10 000 personnes, là, ils ont quitté leur... » Il y a plein de gestes comme ça. Et dans la vie de tous les êtres, il y a plein de preuves qu'on est en marche vers cela. Le point de bascule, bon, la thèse de Girard, parce que Girard a écrit sur cela, sur l'Apocalypse, il dit que la fin, c'est toujours un commencement. Bon, c'est la vision, j'allais dire optimiste. Et moi, je pense qu'on est en fin de civilisation, là, ça c'est certain. On est en train d'épuiser tout le millage qu'on avait à faire avec la raison, ça c'est certain. Donc, quand c'est la fin du chemin, normalement, c'est le début d'autre chose. Mon ami Jean Bédard, lui, il m'a dit une fois, maintenant, il mise vers l'espoir, mais un jour, il m'a dit, si on ne change pas, bien, c'est sûr qu'on va disparaître et l'aventure va recommencer avec les amibes. On va dire, on scrape
L'aventure qui était l'être humain, qui était le développement de la vie, qui nous a amenés à nous, à ce que nous sommes, bien, ça a raté, puis tant pis, puis ce ne sera pas la première fois, peut-être dans l'histoire de l'univers, on scrape cette aventure, cette hypothèse, et on recommence avec les amibes. Peut-être. J'ai retenu ça aussi de la bio, c'était avant la grenouille. La vie, ça commence avec les amibes. D'autres questions ici. Pourquoi ne pas expliquer la violence par la volonté de puissance de Nietzsche? Si vous affirmez que les animaux n'ont pas de violence non nécessaire, alors chaque acte de domination de leur territoire serait explicable par la volonté de puissance. La Russie qui attaque l'Ukraine, vous expliquez que la raison, c'est le prestige. Pourquoi pas la puissance? Après tout, ce sont de nouveaux territoires, des ressources, la domination de l'environnement. Bref, pourquoi pas la volonté de puissance? Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, si je comprends bien la question, c'est que la volonté de puissance et le prestige, c'est la même chose. C'est la même chose pour toi? Pour moi, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'idée d'affirmer? Simone Veil, elle raconte la guerre de Troie. Elle dit, à part celui qui était amoureux d'Hélène, tout le monde s'en foutait de la belle Hélène, là. C'est quoi? C'est une question de prestige, c'est une question de tu défends ton moi. La Russie a perdu quelque chose quand elle a perdu son empire et elle veut le reprendre parce que c'est comme une gifle à l'ego, c'est comme un truc. Même chose, Hitler n'avait pas digéré les accords après la Première Guerre mondiale et tout. Quand on creuse vraiment, contrairement aux animaux qui se battent pour quelque chose de réel, tu te dis, s'il veut l'Ukraine, pourquoi est-ce qu'il la détruit? C'est foncièrement, ça marche pas. Non, parce qu'il y a cette côté irrationnel que chaque fois que je domine quelque chose ou que je massacre ou que j'affirme ma puissance sur quelque chose, je viens de faire reculer la mort. C'est ça la phrase de Simone Veil. Les gens tuent pour se venger d'être mortels. Foncièrement, c'est ça le moteur. C'est l'ego qui ne veut pas... Et avez-vous déjà pensé à quelqu'un qui est très, très riche, là? Tu sais, on ne parle pas là qui est 100 000, là, mais des milliards. C'est quoi le problème, là? Pourquoi tu continues de faire des milliards? C'est tout simplement la recherche d'une sorte de prestige. Et d'immortalité. Pardon? Et d'immortalité aussi. Et d'immortalité, mais là, notre fou qui dirige le monde, là, Musk, c'est pour ça, là. Il a fait il est rendu, il a 20 enfants, là. Ben oui, c'est parce qu'il ne veut pas mourir, puis là, il va aller sur une autre planète, puis il va... C'est tout le temps la même chose. On revient tout le temps à la même chose. Mais par contre, l'instinct de puissance... Il y a quelque chose aussi, j'en ai pas parlé, mais quand on se rend compte que la pensée, il y a un côté l'esprit, l'autre côté la matière, il y a eu, pendant une longue période, toute une culture qui s'est dit, ben, écoutez, on va penser moins. On va revenir au dionysiaque. On va revenir à l'instinct. OK? Il y a même de ça chez Nietzsche, hein, n'est-ce pas? Mais la voie dionysiaque, c'est bien dommage, là. La voie du retour à l'avant-pensée, c'est débile. Parce qu'une fois que la pensée est là, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu es condamné, tu ne peux plus dire, je vais cesser de penser, puis je vais retrouver une vérité en deçà de la pensée, dans l'instinct, je vais suivre mon animalité, puis là, tu as toutes les théories ad nauseam de la perversion, puis de la transgression. C'est, comme a dit Nietzsche, quand tu nies Dieu, quand tu nies l'aspiration au bien, tu plonges l'humanité dans une errance et une nuit encore plus profonde. Donc, on n'a pas le choix. On ne peut pas ni se réfugier dans une sorte d'idéalisme qui fait qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'univers, puis tu flottes dans un... Non. Tu ne peux pas te réfugier dans la matière puis dire, ben moi, je suis une bête. Et tu ne peux pas non plus dire, je suis un ange. C'est ça l'aventure humaine, là. Mais toute cette quête là, de puissance, de prestige, selon toi, est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez l'être humain ou c'est plutôt quelque chose qui est produit par des institutions sociales? Bien, moi, je pense que c'est inné parce que dès l'instant, ça revient toujours à la solitude de l'être pensant. Tout ça, la solitude de l'être pensant, il découvre, contrairement aux animaux. Il y a un grand débat, là, parce qu'il y en a qui disent que les animaux ne sont pas conscients de leur mort. Bon, sauf quand ils sont rendus dedans, là. Mais en tout cas, la conscience de la mort, ça vient avec la raison. Donc, c'est inné. Si la violence est là pour combattre la conscience du danger absolu que représenterait la mort, c'est inné. On est avec cela. Simone Veil dit même que, donc,
tout acte qui n'est pas violent, tout acte de bonté n'est pas quelque chose de naturel. Elle dit, c'est pas naturel qu'un être se dépouille de quelque chose pour le donner à quelqu'un qui ne l'a pas. À un plus faible. À un plus faible. Alors, Simone Veil est extraordinaire parce qu'elle vous démolit tout le règne de la force qui s'exerce à tous les niveaux. C'est fabuleux. Et elle dit, l'humanité n'a pas d'avenir s'il n'est pas du côté du faible, du marginal, de l'exclu, du démuni. Pourquoi? Parce que, paradoxalement, là, on n'entrera pas là-dedans, mais paradoxalement, c'est le pauvre, le démuni et l'exclu qui est le moins, touché par cette volonté de puissance. Il peut envier les riches et tout, etc. Mais si on ne contamine pas vraiment le pauvre, et pas la misère, là, il faut combattre la misère, ça je fais tout le temps la distinction, bien, il va rester foncièrement dans l'espoir du demain. Ce qui est extraordinaire, comme dit Bernanos dans un de ses livres, le pauvre, là, il a de l'espoir de se rendre jusqu'au lendemain et après le surlendemain. Il n'est pas dans le cumul, il n'est pas dans l'accumulation. Si on était capable de vivre dans cet esprit-là, dans ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté, c'est terrible parce que moi, j'ai défendu l'héritage de la pauvreté, qui est l'héritage des Québécois, contre mes amis là, de la Révolution tranquille, parce que l'héritage de la pauvreté, pas de la misère, il faut combattre la misère. La misère, c'est tu crèves de faim, tu gèles, tu es dans la rue. Mais l'esprit de pauvreté, j'ai grandi dans cet esprit-là de mes parents. Même mon père, qui était un petit entrepreneur, dès qu'il avait fait un peu d'argent, il recommençait autre chose. Il n'était pas dans l'idée du cumul, de l'accumulation. Ça n'existe pas. Alors, quand on n'est pas dans cette volonté d'accumuler des biens qui nous donnent l'illusion d'un pouvoir, qu'est-ce qu'on est? On est flush avec le monde. La pauvreté natale dont parle Miron. C'est ça qui est extraordinaire Donc, la Révolution tranquille, maintenant, dans un grand chapitre, puis j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas d'accord avec moi. Moi, je suis très, très sévère avec la Révolution tranquille parce qu'on a fait des liens. On est devenu riche, mais on a perdu l'esprit de pauvreté. On est devenu instruit, mais on a perdu cette conscience que tout être humain, même s'il n'est pas instruit, a une valeur inaliénable. On a fait plein de choses comme ça. 2 grandes sources de déracinement, dit Simone Veil, l'argent et le savoir. C'est pour ça que quand on enseigne et quand on étudie, il faut toujours garder en tête que le savoir risque de nous déraciner. Pas juste un changement de classe, dire « Ah, je suis plus intelligent que mes parents qui n'avaient pas de diplôme ». C'est juste que tu t'embarques dans une spirale de l'abstraction, exactement comme l'argent. Beaucoup d'argent et beaucoup de savoir qui n'est pas connecté à la pensée dont je parle, c'est une puissance d'abstraction. De déconnexion. Et la puissance d'abstraction, c'est l'autoroute de la violence. Il faut vraiment que tu sois à un grand niveau d'abstraction, pas de Kant, pour être Poutine ou pour être Trump et tout, etc. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune référence à quelque chose de réel, de sensible, d'un être humain. Tu es dans l'abstraction. Le plus bel exemple, l'argent maintenant, le Bitcoin, il ne renvoie même pas à aucune valeur. Ça spinne sur lui-même. Ça spinne. Ouais. Donc, c'est une sorte de réenracinement dont tu parles à tous les niveaux. Oui, c'est sûr. Pas le retour à la campagne nécessairement. Quoique, je trouve ça assez extraordinaire qu'avec la conscience écologique, on voit de plus en plus de personnes qui retournent vivre sur la terre ou d'une façon ou d'une autre. Tous les jardins communautaires à Montréal, je trouve ça assez extraordinaire. Que font les gens? Il y a le marché à côté, là. Pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils vont faire leurs tomates puis leurs trucs dans un truc, parce qu'ils sont remis en contact avec des choses de base, avec la lenteur. La tomate, elle ne poussera pas dans 2 jours, là, et tout. Alors, tout ce qui réapprend la lenteur et la valeur de tout être humain, quel qu'il soit, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Pour répondre à ta question avec mon ami, là, tantôt, je reste affectivement attaché à lui, même si c'est difficile d'avoir une discussion parce que ça passe à un niveau
ça passe à un niveau intellectuel. Et ça aussi, c'est un beau paradoxe. On peut être très lié affectivement à quelqu'un et être incapable d'avoir une discussion avec. Ce sera la dernière question ici, et après ça, on devra terminer. Ça vient de la salle. Est-ce que vous considérez que le nationalisme est un outil de la violence mimétique? Bien, il l'a été souvent, là, c'est certain. Ça dépend quel nationalisme et tout. Il l'a été. On peut très bien penser à un nationaliste qui n'est pas ethnique, là. Un nationalisme ethnique, ça veut dire il y a nous, puis il y a les autres. Un nationalisme qui serait, en quelque sorte, l'idée... J'avoue qu'il faut que je fasse mes devoirs, puis je vais te relire parce que tu as écrit là-dessus. C'est compliqué, là. Je voulais faire vos devoirs. J'ai retourné encore dans cette chère Simone Veil, parce que des fois, c'est quoi? Est-ce que vous êtes capable de faire la distinction entre État, nation, peuple? Tout. État, nation, peuple. J'en rajoute une quatrième pour le week-end. Patrie. Moi, je trouve qu'il y a un gros travail à faire. Pour répondre à ta question, il faudrait que je fasse ce travail-là de démêler. L'État a bouffé la nation. Et quand l'État, qui est un monstre d'abstraction, a bouffé, là, c'est dangereux. Mais est-ce qu'une nation... Mais en tout cas, je sais qu'une nation, comme une culture, meurt si elle n'est pas ouverte. Ça, je suis sûr de ça. La grande idée qui me tarrive, si j'écris encore un essai, je vais peut-être en faire encore un, parce que je ne peux rien faire d'autre, c'est ceci. Un jour, j'assiste à un concert à Montréal, des étudiants au conservatoire, et ça jouait Schubert, ça jouait des trucs. Je suis sorti de là et je me suis dit, on ne peut pas assimiler un peuple qui joue Schubert, Bach et compagnie. Et l'idée qui me vient, et je l'ai retrouvée récemment chez Fernand Dumont, on ne peut pas assimiler un peuple qui est cultivé. C'est impossible. Pourquoi? Parce que si le peuple est très cultivé, il a déjà absorbé pas mal de culture. Tu ne peux pas l'aliéner. Tu ne peux aliéner que quelqu'un qui est vulnérable. Et quelqu'un est vulnérable quand il est fermé sur lui-même. Exactement, si pour vivre, il faut vivre en communauté, et même ça, c'est vrai pour les animaux. Donc, notre avenir, notre salut, c'est l'éducation, c'est de développer une culture de plus en plus forte, c'est-à-dire une culture qui est capable d'assimiler de plus en plus de corps étrangers. Ça, c'est l'avenir. Merci, Yvan. Merci de votre belle écoute aujourd'hui. Merci à vous.